Salut Mickaël, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Mickaël, tu es philosophe, professeur à l'école polytechnique et tu viens de publier aux éditions PUF Quartier Rouge, la gauche et le plaisir. Tu t'intéresses d'un point de vue politique et philosophique à la question du plaisir, comme tu l'écris. Faut-il, pour critiquer l'ordre social, refuser les plaisirs qu'il autorise? Et tu y réponds en affirmant que la gauche pense aujourd'hui plus l'ascèse, c'est-à-dire le mépris du corps en vue d'un perfectionnement spirituel ou moral, que la jouissance. Franchement, est-ce que tu trouves vraiment qu'on sait plus jouir à gauche? Ça, je pourrais pas dire si on peut plus jouir, parce que je ne suis pas, heureusement d'ailleurs, dans le corps et dans les esprits de la plupart des gens de gauche. Moi, je me suis fondé sur les discours de gauche, ou se revendiquant d'une certaine forme d'émancipation dans la philosophie ou dans le discours politique lui-même. Et j'ai constaté deux choses. D'abord que la question du plaisir était effectivement soit ignorée, la plupart du temps, soit un peu assimilé à la consommation. C'est-à-dire comme si cette idée que chaque fois que nous éprouvions quelque chose, disons d'une forme d'expérience de plénitude avec le monde, nous étions d'une manière ou d'une autre un peu, et à notre corps défendant, complices de l'ordre social de ce monde. Et donc du capitalisme, pour le dire clairement. Alors, de ce point de vue-là, j'ai essayé de voir ou de réfléchir à la question de savoir si tous nos plaisirs étaient formatés par le système économique ou par la technologie contemporaine. Et puis, deuxième remarque qui m'est venue, je dirais, assez rapidement quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai constaté qu'en revanche, la question du plaisir, la question du corps, la question de la jouissance, aussi bien au niveau d'ailleurs de la sexualité qu'au niveau de l'alimentation, eh bien, était présente dans un certain discours de droite, plutôt réactionnaire, d'ailleurs même tendanciellement d'extrême droite, consistant à dire que finalement on ne peut plus aujourd'hui jouir en raison de la contrainte ou des nouvelles contraintes que font peser sur nous l'écologie, le féminisme, le mouvement LGBT, MeToo, etc. Et donc il m'a semblé, évidemment j'étais en désaccord profond avec cette manière au fond d'incriminer la gauche dans tous nos empêchements aujourd'hui, dans les interdits qui pèsent sur nous aujourd'hui. Et donc il m'a semblé intéressant pour essayer de répliquer à la fois cet effacement du plaisir des discours de gauche et à cette revendication des plaisirs venus du camp conservateur ou réactionnaire, de réfléchir à cette question simple. Est-ce que lorsque nous avons un moment qui nous, d'une certaine manière, nous réconcilie avec le réel, est-ce que ça nous réconcilie aussi avec le système capitaliste et avec ce qu'il charrie d'injustice? Et il m'a semblé que non, à condition évidemment de réfléchir, on va peut-être y revenir, à ce que c'est qu'un plaisir et ce que peut être un plaisir émancipateur. Justement, dans ton livre, à un moment, tu nies l'existence de plaisirs de gauche qui pourraient être opposés du coup à des plaisirs de droite. Du coup, est-ce qu'on doit en conclure qu'il y a une universalité du plaisir, voire une égalité des uns, des unes et des autres dans le plaisir, face au plaisir? Alors une égalité face au plaisir, certainement pas, parce qu'évidemment le plaisir, la possibilité même de se rapporter à son corps d'une manière joyeuse, elle n'est pas donnée égalitairement, ni en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient, ni en fonction du genre auquel on appartient. Pour autant, moi je ne dirais pas qu'il y a des plaisirs de droite et des plaisirs de gauche, parce que immédiatement, ça impliquerait, si on réfléchit comme ça, de faire des hiérarchies, selon qu'on est de droite ou de gauche évidemment, en fonction des objets du plaisir, c'est-à-dire de ce qui me fait plaisir. Alors là, on a des débats sur lesquels la campagne tourne un peu en ce moment, c'est-à-dire la viande rouge est-elle de droite ou de gauche, le quinoa est-il plutôt lui émancipateur. Alors moi, c'est pas tellement comme ça que je vois les choses, c'est pas tellement l'objet du plaisir qui me paraît être politiquement intéressant, parce qu'en plus ça impliquerait de condamner tous ceux, enfin de condamner ou de laisser à distance politiquement tous ceux qui jouissent de ces choses-là. Ce qui me paraît en revanche politique dans le plaisir, c'est le rapport qu'on entretient avec lui, c'est-à-dire que on peut prendre un exemple, le rire par exemple, qui est une forme fondamentale du plaisir. Le rire, la formule qui dit on peut rire de tout mais pas avec tout le monde, elle me paraît assez bien résumer la dimension politique du plaisir. Parce que évidemment, si on prend des films, j'en parle à un moment dans le bouquin, comme Les Valseuses, où on voit que la réception de ce film, entre sa sortie dans les années 70, où il était vu comme un film essentiellement, disons, de gauche, de contestataire, de la France des années 70, donc pompidolienne, et de la France conjugale, de la morale conjugale, et qui aujourd'hui apparaît plutôt comme revendiqué en raison de ce qu'on considère comme étant sa dimension misogyne par une certaine droite. Mais en réalité, la question qui se pose ici, à mon avis, c'est pas de savoir si Les Valseuses c'est de droite ou de gauche. La question, c'est de savoir, quand on rit de ce type de spectacle, est-ce qu'on rit par adhésion à ce qui est montré, en l'occurrence une certaine forme de misogynie, tout à fait clairement, entre Depardieu, Devers d'un côté, Mieux de l'autre, ou est-ce qu'on rit par distanciation?
par rapport à cette même misogynie. Et donc de ce point de vue-là, ici on a un exemple de ce que, et au fond on le sent, ça, on n'a pas besoin de grandes théories pour savoir, je dirais, évaluer le rire d'une salle. Si je ris avec des racistes d'une blague raciste, évidemment je fais communauté avec eux, et là je dirais mon expérience du plaisir est raciste. En revanche, si je ris du racisme, si je me moque en quelque sorte de lui, avec des gens avec qui je partage ce plaisir, enfin de prendre une distance avec ce qui nous afflige, et ce qui nous afflige d'ailleurs particulièrement aujourd'hui, à savoir effectivement cette atmosphère raciste qui traîne dans la campagne électorale, alors je pense que ce rire-là fait partie d'une forme d'émancipation qu'on peut appeler donc de gauche. Il y a un truc qui est un peu étonnant dans ton livre, c'est que tu mets sur le même plan énormément de plaisirs qui sont très différents. Tu traites à la fois, donc là tu parles de films, hein, avec les films d'Audiard, les films de Sautet, etc. Tu parles de sexe, tu parles de clopes et d'alcool, tu parles de voitures. Tu penses vraiment qu'on peut mettre tout ça sur le même plan et le traiter comme comme des objets politiques finalement qui seraient assez semblables? Bah, ce qui est politique, c'est pas encore une fois les objets, c'est-à-dire c'est pas le tabac, l'alcool, le sexe, la nourriture comme telle. Ce qui est politique, enfin la nourriture est politique dans sa distribution, je dirais, mais là je parle de la question du plaisir. Ce qui est politique, c'est la manière dont on se rapporte à ces joies. Alors évidemment, on peut considérer, et une partie de la gauche le fait, qu'il y a une sorte de hiérarchie des plaisirs, que par exemple les plaisirs ou les joies liées à la lutte, à la contestation du système, sont supérieures politiquement à des joies qui sont plus privées ou qui sont plus individuelles. Alors je dirais qu'à titre personnel, je serais plutôt de cet avis. Maintenant, quand on réfléchit... C'est-à-dire que c'est mieux d'aller en manif que de baiser, quoi. C'est... Oui, enfin, bon, voilà, on peut baiser après la manif, voilà. Mais cela étant, la question n'est pas justement de savoir si c'est mieux, parce que ça dépend, c'est mieux pour qui, c'est mieux pour dans quelle situation, dans quelle forme de contestation. En revanche, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt de réfléchir à ce qui fait que nos corps sont mobilisés, y compris dans les aspects politiques de la vie. Qu'est-ce qui fait que le corps est politique, en quelque sorte? Et de ce point de vue-là, ce qui m'intéresse, moi, dans le plaisir, c'est l'idée que, c'est pas tellement l'idée, c'est l'expérience que l'on peut faire, que nous avons plus d'un seul corps. Parce que s'il y a quelque chose de gauche dans l'expérience du plaisir, ou en tout cas quelque chose d'égalitaire, c'est l'expérience que nous faisons subitement, que nous ne sommes pas non plus condamnés, je dirais, à un certain usage de notre corps, qui dans le monde capitaliste est essentiellement celui du travail. Et là, je prends comme exemple, si on veut des plaisirs alors de gauche, mais enfin en tout cas des plaisirs que j'appelle des plaisirs événements, la manière dont les ouvriers et les ouvrières de 36, bien sûr ça apparaît un peu démodé, mais enfin ça reste quand même, je crois, une source de mémoire importante pour la gauche, la manière dont ils ont occupé les usines tout de suite après l'élection de Blum, avant même que la question, disons, des revendications, des 40 heures, des congés payés, ait été envisagées par le gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils et elles ont fait sur leur lieu de travail, c'est-à-dire essentiellement un lieu de souffrance, surtout dans les conditions de l'époque, eh bien, ils y ont fait ce qu'on n'y fait jamais, c'est-à-dire la fête, peut-être l'amour, en tout cas, ils y ont dansé, ils et elles y ont chanté, c'est-à-dire qu'ils ont démontré de manière cette fois-ci empirique, de manière expérimentale, que le destin qui leur était fait, le destin social, d'être des corps faits pour le travail, pour le labeur, ce destin pouvait être déjoué. Et avec une dimension, moi, qui me paraît très importante, alors ça répond à ta question, quel que soit le type de plaisir, c'est-à-dire l'idée qu'on ne va pas attendre. On ne va pas attendre que nos revendications soient satisfaites, on ne va pas attendre de rentrer, ce qu'il faut faire par ailleurs, dans une problématique de la contestation. On va essayer de constituer quelque chose dans l'enfer, si on appelle enfer le système économique dans lequel on est, qui n'est pas l'enfer. Et je pense que cette manière de contester l'ordre social en montrant qu'il a des brèches, qu'il existe déjà dans nos expériences des moments d'échappée, en quelque sorte, cette manière-là a une portée, une importance qui, à force d'être méconnue peut-être, explique aussi, je dirais pas l'affaiblissement de la gauche, parce qu'il y a beaucoup d'autres causes évidemment, mais en tout cas le sentiment pour beaucoup que la gauche apparaît aujourd'hui comme un peu démodée, surtout comme pleine de contraintes. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'expliquent en substance que bon, ils ont assez pardon de parler un peu brutalement, mais assez d'emmerdes dans la vie pour pas en plus être de gauche. C'est-à-dire qui ont cette idée qu'être de gauche, ça constitue aujourd'hui des contraintes morales supplémentaires. Et de ce point de vue-là, il m'a paru important de montrer qu'il y a quand même dans le projet égalitaire, puisque la gauche c'est l'égalité, qu'on le prenne par tous les bouts, ça reste quand même ça, dans le projet égalitaire, il y a aussi une promesse sensuelle.
Là, dans les deux exemples depuis le début de cet entretien que tu as pris, donc il y avait le film Les Valseuses qui est sorti sous Pompidou, tu as parlé de la grève de 36, beaucoup de tes références dans ton livre sont des références passées, et j'ai envie de dire même bien passées. Mais pas Tu forcément commences, dépassé. mais pas forcément dépassées, effectivement. Tu commences avec Émile Zola et Simone Veil, tu parles de l'époque où on fumait dans les bars et les cafés, etc. Sur la question du plaisir, la gauche, mais plus largement les penseurs de la gauche, hein, pas que la gauche politique, sont condamnés à la nostalgie, le plaisir du présent. Ça t'intéresse pas, enfin, t'en vois pas. Alors déjà, si, j'en vois beaucoup et j'en parle un peu, là, t'es un peu injuste. J'en parle, mais d'abord, je dirais, la nostalgie, c'est déjà mieux, me semble-t-il, enfin une certaine nostalgie que la mélancolie, parce que il faut aussi, j'ai aussi écrit ce livre parce que il y a, et pour des bonnes raisons, toute une tradition intellectuelle, en tout cas, qui met en valeur, à la suite de Walter Benjamin, la mélancolie de gauche, cette idée que, au fond, la gauche est destinée, et c'est vrai, pour une part, à être du côté des vaincus, au fond, à avoir une attitude un peu à la fois de déploration et peut-être d'espérance, mais en regard du passé. Alors je dirais que la mélancolie de gauche, cette idée qu'il y a eu beaucoup de défaites dans les combats de gauche, à la fois dans la gauche révolutionnaire d'ailleurs et dans la gauche social-démocrate, bon, cette idée ou ce sentiment, parce que la mélancolie c'est un sentiment, elle a fait un peu son temps maintenant. C'est-à-dire qu'on peut aussi rire, par exemple, et là je prends des choses un peu plus contemporaines, on peut rire de ce qu'ont fait les vainqueurs, de leur victoire. Et je parle dans le livre à un moment de cette au fond de ce que disait aussi Benjamin, le philosophe. Il n'a pas parlé de la mélancolie, il a parlé aussi du rire qu'on peut avoir vis-à-vis des snobs. C'est quoi les snobs? C'est des bourgeois qui ont mis en avant, pour conquérir le monde, des principes, des hauts principes, des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, et puis qui, dans un certain nombre de salons, finalement, on matinait de ridicule ses propres principes. Et aujourd'hui, je pense que le rire au fond, alors c'est encore une tradition, tu vas me dire, le rabelaisien, le rire qui désacralise, par exemple la valeur travail, dont on nous rabat les oreilles en permanence alors que c'est l'heure des burn-out généralisés, y compris chez les cadres supérieurs, c'est-à-dire ceux qui devraient être du côté, disons, de la jouissance au travail. Le rire par rapport aux grands mots, aux grandes phrases relatives à la liberté, alors qu'on constate de jour en jour que la forme de libéralisme sous laquelle on est, en réalité, consacre plutôt la restriction de nos libertés. Cette forme de rire est très contemporaine. Et puis je parle, dans le champ de la sexualité aussi, de la manière dont les femmes sont entrées sur la scène, alors ce qui n'était pas le cas à l'époque de 36 et encore moins chez Zola, sont entrées sur la scène du plaisir et revendiquent, ou plutôt d'ailleurs que revendiquent déjà, mettent en scène, parlent de leur plaisir, reconfigurent le concept même d'orgasme aujourd'hui. Est-ce que l'orgasme implique ou non la pénétration? Qu'est-ce qu'un orgasme qui ne serait pas masculiniste? Toutes ces questions-là, enfin c'est pas d'ailleurs des débats, ce sont plutôt des manières de mettre en scène, de mettre en forme ce qui constitue notre sexualité en l'occurrence, sont tout à fait présents, mais peut-être un petit peu en retrait par rapport à des thématiques qui sont imposées à gauche, qui sont plutôt de caractère, je dirais, catastrophiste ou une espèce d'insistance permanente sur l'urgence, sur la nécessité qu'il y a à bifurquer ou non. Alors je dirais la bifurcation écologique, oui, mais essayons de la rendre joyeuse, parce qu'il y a aussi une manière de bifurquer qui sera autoritaire et qui sera tout à fait hostile au corps. Alors justement, en parlant de bifurcation écologique joyeuse, tu fais dans le livre une analyse que j'ai trouvée très intéressante des Gilets jaunes et tu places notamment une part de leur colère dans leur envie d'avoir envie, dans leur volonté en fait de jouissance. C'est un aspect de leur lutte qu'on n'aurait pas vu et qu'on n'aurait pas assez analysé selon toi? C'est le point de départ de leur lutte, enfin en tout cas une partie d'entre eux, hein, c'est-à-dire d'abord de sortir de chez eux, hein, bon, c'est-à-dire des lieux où, en partie parce que les cafés, etc., sont fermés dans ces zones périurbaines, ont fermé ces dernières années, de sortir de chez eux, c'est-à-dire du tête-à-tête ou du Oui, face-à-face. tu dis d'ailleurs que ces cafés ont fermé en partie parce que il y a eu l'interdiction de fumer dans les bars et dans les cafés, et donc Ben, c'est pour ça qu'ils ont fermé. en tout cas, il se trouve que sociologiquement, paradoxalement, vu le prix des clopes, sociologiquement, c'est dans les classes plutôt populaires que l'on continue encore à fumer, ce qui n'est pas tellement étonnant, parce que le principe de conservation est moins développé chez ceux qui possèdent peu, hein. Donc, du point de vue de la santé, je suis tout à fait d'accord que le tabac c'est très mauvais, il n'y a pas de souci. Bon, cela étant, il faut prendre les phénomènes tels qu'ils existent et pas se faire simplement un rêve anthropologique sur la pureté de la vie sanitaire. Alors, ils sont sortis de chez eux et ils se sont rendus, pour nombre d'entre eux, sur les lieux qui sont les lieux qui, à mon sens, incarnent laideur du paysage architectural dans lesquels on les force à habiter. Donc les ronds-points,
mais aussi les passes d'autoroute, enfin comment on appelle ça, oui, les bretelles d'autoroute, pardon. C'est-à-dire, ils ont voulu redonner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces lieux? Ils ont fait des barbecues. D'abord, ils ont constaté une sorte de sociabilité plus heureuse. Alors, quand on est un philosophe subtil, on dit qu'ils ont constitué une agora. Bon, en fait, ils ont d'abord quand même fait des bistrots improvisés. Et ils ont effectivement, petit à petit, ils se sont politisés. Là, c'est des phénomènes très concrets. Quand on a dans une certaine gauche, et j'en fais partie sociologiquement, une sorte d'a priori positif plutôt pour Nuit debout, pour Occupy Wall Street ou pour d'autres mouvements des places, mais finalement la logique est la même si la sociologie n'est pas la même. La logique consiste à rassembler des corps et à mêler la revendication politique avec des expériences qui sont au fond des expériences qui sont déjà des victoires, parce qu'on divertit, on dit souvent le plaisir, ce n'est qu'un divertissement qui nous fait supporter le capitalisme. Bon, d'accord, mais simplement, on divertit des espaces, il y a une dimension aussi urbaine, architecturale, on essaie de reconquérir, que ce soit sur une place, que ce soit sur un rond-point, de reconquérir du sensible, là où d'abord il n'y a que du béton, du monumental et de la hiérarchie. Tu parles beaucoup des corps, mais la question du plaisir pose aussi la question de l'individu et du collectif, qui est une question, qui est une espèce je sais pas, de fracture en fait dont on parle beaucoup à gauche. On a tendance à parler d'ailleurs souvent à gauche de la nécessité de l'émancipation collective, presque par opposition à l'émancipation individuelle. Mais du coup, le plaisir, est-ce que c'est un truc collectif ou est-ce que c'est un truc individuel? Comment est-ce que tu l'articules en fait? Le plaisir, la plupart de nos plaisirs, moi je fais une distinction entre deux types de plaisirs, pour le dire vite, la plupart de nos plaisirs sont plutôt de nature, individuelle ou en tout cas privée, au sens où on les partage avec notre sphère intime. Alors ça, c'est des plaisirs, je dirais, et au fond, si tu veux vraiment les politiser, tu dirais ceux-là sont plutôt, sinon de droite, conservateurs, c'est des plaisirs qui ne réalisent que le désir que j'avais avant eux. C'est-à-dire, je désire, je sais que j'aime, je ne sais pas moi, la viande rouge, pour parler de choses actuelles. Je commande une viande rouge dans un restaurant, elle arrive, et elle correspond ou pas à mon désir. Auquel cas, ce plaisir-là, et qu'il ne s'agit pas de critiquer à mes yeux, mais ce plaisir-là, politiquement, il n'est pas tellement signifiant, parce que je vais être confirmé dans mon goût de la viande rouge, de tel type de corps, de tel type d'aliment, de tel type de voyage. Bon. Alors ces plaisirs-là, c'est les plaisirs individuels, on va pas forcément, il n'y a pas de raison de les condamner, simplement en faire l'exclusif du plaisir, ça mène immédiatement, à mon avis, à une position assez conservatrice, c'est celle selon laquelle je le vaux bien, j'y ai droit, c'est mon plaisir. Et là, le monde, au fond, puisque je suis bien, le monde est bien. Puisque je suis bien dans ce monde, le monde est bien. Et puis il y a un autre type de plaisir, beaucoup plus rare, mais beaucoup plus précieux, qui n'est pas la satisfaction d'un désir. C'est pas les plaisirs des hommes ou des femmes satisfaits. Parce que ils surviennent comme une sorte de nouveauté absolue, quelque chose qu'on ne pouvait simplement pas imaginer. Alors c'est le plaisir qu'on va avoir face à une œuvre d'art, un paysage que l'on n'imaginait pas, donc on ne pouvait pas désirer ce que l'on n'imaginait pas. Ça peut être un plaisir de type sensuel ou sexuel qui va nous déplacer un peu par rapport à nos goûts, à nos attentes. Ça peut être un plaisir alimentaire, c'est pour ça que moi je ne place pas sur la structure, elle est indépendante de l'objet. Alors ces plaisirs-là, c'est-à-dire des plaisirs inattendus, des plaisirs typiquement, bon, tu vas me dire que c'est un peu passéiste encore, mais ces ouvriers qui, sur leur lieu de travail, ils faisaient ce qu'ils n'imaginaient pas possible d'y faire, c'est-à-dire ils chantaient, ils dansaient, ne plus y travailler, eh bien, y faire l'amour, pourquoi pas. Ces plaisirs-là ont une nature subversive, parce que c'est ça, avoir plus d'un corps, c'est tout d'un coup avoir l'expérience qu'on n'est pas totalement figé dans une identité de désir, mais que le plaisir, c'est ce qui nous déplace, et en général, et même toujours d'ailleurs, ce type de plaisir, j'appelle ça plaisir événement, ce type de plaisir, il est nécessairement collectif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout seul à défaire à nous déplacer par rapport à nos désirs. C'est toujours du monde, de l'extérieur, que viennent des expériences de nouveautés radicales. Mais est-ce que tu considères que ce plaisir-là dont tu parles, il est une construction aussi? Est-ce qu'il est une construction sociale? Et dès lors, s'il est une construction, ça veut dire que, d'une part, on peut le déconstruire, et d'autre part, on peut aussi l'amener vers autre part. Enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'un élément donné de la société. Ouais, je dirais plutôt, alors, le plaisir événement, là, ce plaisir qui déjoue un peu mon désir d'avant, il est plutôt une déconstruction. C'est un plaisir pris à la déconstruction, parce que justement, comme tout le monde, tout individu a un corps qui est formaté relativement par la publicité, par le système des marques, par la consommation, ou qu'est-ce qu'on fait? On nous indique ce qui va nous apporter du plaisir. Hein. On nous dit, c'est là que se trouve ton plaisir et nulle part ailleurs. Alors quand j'ai un plaisir qui désavoue,
qui déplace mon désir, alors on peut dire en un sens, il ne faut pas abuser de ces termes, je déconstruis l'identité qui était forgée, mais qui n'était pas la mienne, en vérité, qui était constituée par la société. Donc, cette déconstruction-là, elle est heureuse, elle est joyeuse. Elle m'amène simplement à penser, ou elle amène les citoyens ou les citoyennes à penser qu'ils ne sont pas totalement formatés dans le corps que la société leur assigne. De ce point de vue-là, on peut dire effectivement qu'ils sont une déconstruction, mais encore une fois, une déconstruction joyeuse, pas une déconstruction triste et d'une certaine manière simplement contestatrice à l'égard du réel. Au fond, il faut distinguer le réel et le système social. Bon, heureusement que dans la gauche, au fond, il y a toujours eu une référence au point de réalité où elle se réalisait. Et là, elle a longtemps pensé que le point de réalité où elle existait, c'était les pays de l'Est, les pays communistes. Il faut noter d'ailleurs au passage qu'ils ont perdu de leur pouvoir d'attraction, les pays communistes, ou les pays socialistes réels, comme on disait, du socialisme réel. Non seulement quand on a compris ce qu'ils impliquaient en termes de négation des droits de l'homme, ou d'économie moribonde, mais aussi quand on a compris ce qu'ils impliquaient en termes de tristesse, de grisaille, d'absence de joie. Mais disons que l'idée qu'il faut quand même qu'il y ait un lieu où ce soit déjà réel, et pas seulement un imaginaire. Au fond, la gauche, elle a un imaginaire qui, à mon avis, d'ailleurs, est plutôt majoritaire, encore malgré tout ce qu'on peut dire, si on demande aux gens s'ils sont pour la retraite à 60 ans, pour l'égalité homme-femme, si on leur demande s'ils sont pour la réduction du temps de travail, très majoritairement, ils répondent oui. Donc, au niveau de l'imaginaire, ou de ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle, moi, je suis pas sûr que ce soit sur ce champ-là que la gauche est perdue. En revanche, elle a beaucoup de mal, elle a même un grand mal, à faire croire que cet imaginaire peut coïncider avec des expériences réelles, puisqu'elle a perdu à la fois la référence au communisme et réel, je dirais au socialisme réel, et puis aussi à la social-démocratie vraiment et authentiquement réformiste. Alors ce réel-là, ma proposition, c'est de dire évidemment pas exclusivement, mais en partie qu'on le retrouve aussi dans nos vies. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quantité de gens qui vivent à gauche, si on peut dire, c'est-à-dire qui privilégient l'égalité dans leurs expériences, y compris dans leurs expériences de plaisir, mais qui, pour quantité de raisons, ne voient plus les moyens de faire coïncider leurs expériences avec un engagement politique. Et pour revenir à tout à l'heure, c'est toi-même qui as parlé de la question de l'alimentation et tu as opposé ceux qui veulent bouffer de la viande rouge et ceux qui préfèrent bouffer enfin, moi, du je les quinoa. oppose pas, mais on les oppose dans le champ. On les oppose souvent. Mais donc, du coup, toi, tu considères que, par exemple, cet horizon de bouffer du tofu et du soja est un horizon moribond, est une proposition politique qui n'a pas de sens et qui ne trouve pas enfin, dans lequel les gens, on va dire, la réalité ne pourrait pas trouver de débouché. Bah, si c'est un horizon de manger du soja, ça effectivement, je pense qu'on aura du mal à en convaincre beaucoup de gens, parce que par contre, qu'il y ait, pour des raisons qui sont liées à l'écologie en particulier, ou à la conscience qu'on a de la souffrance animale, une nécessité de réagencer nos goûts alimentaires, de consommer moins de viande, mais on le présente toujours, ça consommer moins de viande ou consommer il faut peut-être partir aussi, c'est peut-être la différence entre le vegan et le végétarien, c'est-à-dire le végétarien a quand même l'idée, je pense, hein, je suis un spectateur distant, hein, je ne le pratique pas, bon, cela étant, j'essaie de comprendre. Il y a une manière d'expliquer positivement que nous devons qu'il serait bien, au fond, pour nous et pour la planète, de réagencer nos goûts. Par contre, en faire un horizon, je dirais, individuel, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, qu'est-ce que l'idée aussi qui s'est un peu imposée pour des raisons complexes, mais c'est qu'au fond, la révolution n'étant plus à l'horizon, comme on va plus transformer le monde, il faut d'abord changer nos vies. Et de ce point de vue-là, ça a donné des choses par rapport auxquelles la gauche s'est très certainement beaucoup moralisée. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, et on comprend pourquoi, retourner dans l'espèce de mythe révolutionnaire, la transformation sociale, sans d'abord faire un travail sur soi. Bon. Alors, changer nos vies, je n'y vois évidemment pas d'objection, d'ailleurs je suis personne pour y voir une objection. Cela étant, changer nos vies sans transformer les conditions du monde, donc commencer à réélaborer totalement notre alimentation, mais sans réfléchir de manière systémique, comme on dit, à l'organisation même de la consommation et de la production, ça me paraît un peu vain, parce que au fond, ça nous donne l'idée que on va pouvoir être comme des saints dans un monde corrompu, quoi. On essaie d'être pur dans un monde impur. Le problème, c'est que la pureté dans un monde impur, elle est très faible, et au fond, même si elle est moralement bien plus
elle a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui, évidemment, n'a aucune vergogne, aucune pudeur, qui affirme ici, qui dépose sa libido, si je puis dire, sur la table en s'exprimant dans les médias. Bon, bien sûr, ça a plus de valeur morale. Le problème, c'est que cela ne constitue quand même pas, pour reprendre ton terme, un horizon d'émancipation collective. Mhm. Tu as commencé en disant que tu avais analysé les discours. C'était ça l'objet de ton livre. Aujourd'hui, force est de constater que les discours, qui soient politiques, qui soient médiatiques, qui soient même faits par des intellectuels et des universitaires, il décrit plutôt une réalité quand même assez dure. Euh, Est-ce que toi tu revendiques le rire, tu fais presque du rire une revendication politique. Est-ce que c'est possible en fait dans un monde genre où on ne fait que parler de misère, d'inégalité, potentiellement de guerre là avec l'Ukraine, etc. De rire en fait. Je veux dire, par exemple, on parle souvent du rire de Jamila Bouira, la militante du FLN, qui a explosé de rire lorsqu'on lui a annoncé qu'elle était, quand est tombée la décision qu'elle était condamnée à mort. Mais enfin, il faut un sacré courage quand même pour pouvoir rire à ce moment-là. Là, tu prends un cas extrême, mais un cas extrême qui va justement dans le sens d'un rire aussi d'émancipation. Évidemment, tous les rires ne sont pas des rires. Il y a des rires froids, il y a des rires d'adhésion, il y a des rires cyniques. Bon. Mais il y a des rires qui aussi, enfin, il y a une forme de rire qui inclut, qui n'est pas contradictoire avec le sens du tragique. Je dirais, il y a des rires qui ne sont pas contradictoires avec le sérieux, avec l'esprit de sérieux, oui, mais pas avec le sérieux. C'est-à-dire que le rire, c'est simplement aussi un moyen de défense et peut-être même d'ailleurs d'offensive parfois par rapport au tragique de l'histoire. Moi, je suis pas quelqu'un du tout qui nie, loin s'en faut d'ailleurs, la tragédie de l'histoire, ni même la souffrance, ni même la douleur. Simplement, le rire qui est aussi un rire de nous-mêmes, qui remet en cause parfois notre propre identité, c'est ce qui, à mon avis, révèle, c'est ça un aspect, c'est au fond pour ça que j'ai écrit ce bouquin, qu'il y a dans la conscience heureuse, et pas seulement dans la conscience malheureuse, il y a aussi dans la conscience heureuse une critique. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on peut opposer à un système qui repose sur l'organisation sociale de la tristesse? On peut lui opposer nos revendications, on peut lui opposer nos combats, mais on peut aussi lui opposer nos joies, c'est-à-dire, au fond, manifester que cette organisation de la tristesse, cette réduction encore une fois à un seul corps, le corps du travail, le corps de la femme exploitée, le corps du migrant pourchassé, opposé à cela la résistance de ce corps. Et ça n'est pas du tout, à mon avis, pactisé avec le réel, ni même nié avec le réel, ni même nier qu'il soit injuste, que de manifester qu'il ne, enfin le réel économique ou le réel politique autoritaire, qu'il ne gagne pas sa bataille, et sa bataille consiste quand même fondamentalement, toute forme d'autoritarisme consiste à vouloir réduire le corps au silence, et donc au fond à l'empêcher de rire. Alors, tu parles de gauche, ok, mais il y a la droite aussi. Est-ce que tu trouves qu'en comparaison, la droite, celle d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse ou d'Éric Zemmour, c'est la droite du rire et du plaisir? C'est une droite. Alors je ne parlerai pas de Macron dans les mêmes termes parce qu'il n'y a pas tellement dans son discours de référence au plaisir. Il est plutôt celui qui maintenant incarne la loi et la sécurité, c'est ce qu'il prétend faire. Hein. Bon, par contre, du côté Zemmour-Le Pen, peut-être encore plus Zemmour, c'est clair qu'il y a en sous-texte permanent l'idée que c'est la faute à la gauche si on ne jouit plus, en gros. C'est-à-dire la gauche féministe qui, du point de vue de la sexualité, est devenue, hein, là j'épouse leur terme, hein, est devenue complètement culpabilisante. Et pour ce qui est de la gauche écologiste, elle nous empêche de nous nourrir comme on voudrait. Alors il y a de ce point de vue-là, et pas seulement d'ailleurs chez les candidats, aussi dans toute une espèce. On parle maintenant de la fachosphère comme une mangeosphère, parce que c'était des vidéos où ils se représentent avec une côte de bœuf et où ce sont toujours des hommes d'ailleurs. Un masculinisme au fond, parce qu'ils ont compris une chose, je crois, que la gauche avait compris fut un temps, mais qu'elle devrait bien redécouvrir, c'est que la politique c'est aussi fait de mœurs, la question des mœurs et la question des modes de vie. On parle toujours du vivre ensemble, il y a aussi le bien vivre ensemble. Alors ils ont réussi à le mettre en scène, maintenant il faut évidemment pas être dupe, parce que ce qui m'amuse, moi, j'en parle un peu dans le bouquin, c'est ces réactionnaires bons vivants qui reprennent, qui détestent 68 et tout ce qui touchait 68, mais qui veulent quand même jouir sans entrave. Alors ils veulent jouir sans entrave pour eux-mêmes. En fait, ils veulent jouir deux fois.
veulent jouir une première fois du plaisir de tout le monde et une deuxième fois d'être le seul à en posséder. C'est le plaisir des carrés VIP, c'est le plaisir des salons privilèges d'Air France. Alors ce plaisir-là, il existe, il peut arriver à n'importe qui de le ressentir. Cela dit, il est clair que si mon plaisir, parce que c'est mon plaisir, comme disait mon bon plaisir, comme disaient les rois de France, si mon plaisir ne se fonde que sur l'exclusion des autres, alors on est effectivement dans ce modèle du plaisir, disons, réactionnaire. Il est simplement dommage qu'il n'y ait pas un contre-discours, où il commence à naître maintenant, mais il faudra un contre-discours pour expliquer que ce plaisir-là, ce vécu de plaisir-là, il est ou il ne se fonde que sur l'exclusion de toutes et de tous et de tous les autres et surtout de toutes les autres. Encore une fois, c'est le plaisir du mâle alpha amateur de viande rouge. J'ai une dernière question, Michael. Je sais qu'on te l'a beaucoup posée, mais j'ai quand même besoin de te la poser. Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle, est la cible de nombreuses attaques à gauche, notamment en ce moment, parce qu'il défend la bonne chère. Hein, et pour paraphraser l'écrivain Nicolas Mathieu, il défend aussi la France du plaisir des barbecues. Est-ce qu'il est dans le juste, d'après toi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à réduire la question du populaire à ça, justement, à la France des barbecues? Même Si s'il ne dit pas que ça, bien Voilà, sûr. si on le réduit, effectivement, non. Maintenant, il me paraît quand même assez étrange qu'un candidat, qui plus est un candidat communiste, se voit tomber dessus parce que il a exprimé le fait que le problème pour la gauche par rapport à l'alimentation, le premier, j'entends, c'est celui des inégalités qui s'y retrouvent et donc aussi la nécessité qu'il y a à penser une forme de plaisir alimentaire pour tous. Alors après, il l'a exprimé dans des termes qui sont ceux de l'art de vivre à la française, et on peut considérer que dans l'alimentation, après tout, il y a aussi la découverte d'autres formes de culture. Le plaisir n'est pas que culturel, le plaisir n'est pas que celui de la tradition. Maintenant, pour être tout à fait clair, s'il faut vraiment choisir entre, disons, la manière dont il a mis en avant des plaisirs de type populaire dont on n'a pas fondamentalement à juger de leur nature, même si on peut proposer aussi des alternatives par rapport aux questions, disons, écologiques. Bon, entre cette position-là et puis celle qui consiste au fond à considérer comme franchouillard tout ce qui relève de plaisir, disons, à l'ancienne, ma position est plutôt du premier point de vue, c'est-à-dire que et d'ailleurs, ça explique aussi sa petite remontée. Bon, je ne sais pas comment ça se terminera, mais il a trouvé là, il faudra peut-être pas qu'il fasse toute la campagne là-dessus, mais ça c'est à lui de voir. Mais cela étant, il a trouvé là une manière aussi simplement de mettre en scène. Le discours politique a pour fonction aussi, c'est ce qu'a dit si bien Nicolas Mathieu, il a pour fonction aussi de donner visibilité, parole, image à des parties de la population qui sont ou qui souffrent d'être dans l'invisibilité. Et la France des barbecues, d'une certaine manière, elle n'est pas mise en avant dans le discours public de gauche. Bien souvent, il l'a fait. Et voilà, bravo à lui. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi.